Je pense qu'on peut déjà parler d'un phénomène de contagion. En fait, quand on regarde, c'était déjà en germe depuis plusieurs mois. Il y a quelques semaines, Le Point a fait une enquête très fouillée sur ce qui se passait au-delà de Sciences Po, dans différentes facs françaises. On sait que les cours sont souvent interrompus par des étudiants kéfiers. On sait qu'à Sciences Po Menton, certains étudiants juifs disent ne plus être, que leurs amis refusent de s'asseoir à côté d'eux en cours parce qu'ils sont traités de sionistes. Donc c'est en germe depuis plusieurs mois. Il y avait un climat déjà délétère et c'est simplement que les regards du monde se tournent un peu moins rapidement vers la fac de Nanterre que vers Harvard ou même vers Sciences Po. D'accord, donc ce que vous nous expliquez, c'est que ça couvait, on va dire, au niveau de la manifestation, fait état de code relativement similaire à ce qui s'est passé à Sciences Po la semaine passée. Étudiants en kéfier, tentes dressées dans la cour, banderoles et slogans « Nous sommes tous des enfants de Gaza » ou encore « Israël assassin », des codes exportés de nos voisins des États-Unis. Je pense bien sûr à ces facultés américaines dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est ça qui est dangereux ? Bien sûr, il y a l'importation de ce qui se passe aux États-Unis, mais je pense que ça couvait déjà aussi en France depuis même avant le 7 octobre. Donc ce n'est pas qu'une inspiration de ce qui se passe dans les facs américaines. Malheureusement non, on a un wokisme entre guillemets national. On sait, à Sciences Po, par exemple, pour le mois dernier, il y avait un mois dit de la diversité et de l'inclusion. Quand vous regardez les différentes tables rondes lors de ce mois de la diversité et de l'inclusion, c'était uniquement des choses sur le racisme, la transphobie, etc. Évidemment, c'est pas un problème de les étudier en tant que tel, mais parce que sur le papier, une semaine de l'inclusion, ça peut être une excellente idée. En effet, il faut voir comment ça se matérialise. Mais quand on regarde les questions posées à chaque table ronde, c'était jamais nos sociétés sont-elles racistes ou comment favoriser l'inclusion, mais c'était un procès à charge des sociétés occidentales. Et c'est ça le wokisme, c'est cette haine de nos sociétés qui couve dans nos institutions d'élite, que ce soit aux États-Unis ou en France, dans les départements de sciences sociales notamment. Il y a 3 chercheurs, James Lindsay, Hélène Plucrose et Peter Bogossian, qui ont montré il y a quelques années, qui ont fait un canular académique et qui ont montré que pour pouvoir publier un papier dans une revue académique assez prestigieuse, il faut et il suffit souvent que le papier condamne l'Occident. Donc par exemple que le papier dénonce la culture du viol, l'hétéronormativité, etc. C'est un peu l'idée de certains mots-clés qui permettraient de passer cette barrière. Exactement. Et donc la rigueur scientifique n'est plus de mise. Aujourd'hui, on instruit encore une fois un procès à charge, en France aussi, pas uniquement aux États-Unis, ce qui explique aussi peut-être cette haine spontanée que ressentent ces étudiants à l'égard d'Israël qui incarne au Proche-Orient les valeurs démocratiques occidentales dont on se réclame aussi en France. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ces étudiants en kéfier avec des symboles qui font polémique. Je pense notamment à ces étudiants qui ont peint leurs mains en rouge. Pour certains, c'est une immense maladresse. Pour d'autres, c'est une référence peu heureuse au massacre de 2 Israéliens à Ramallah. Est-ce que derrière ces actions, il y a une volonté de choquer, de provoquer, tout simplement ? Sans doute, mais on peut s'interroger sur la boussole morale assez étrange de ces étudiants, parce que évidemment l'égard pour les civils palestiniens est légitime. Et on comprendrait très bien qu'il y ait des manifestations d'étudiants anti-guerre. Bien sûr, anti-guerre, mais et c'est là la question, c'est pourquoi est-ce que ces manifestants mettent la pression sur Israël et uniquement Israël pour un cessez-le-feu ? On rappelle que c'est le Hamas qui a déclenché cette guerre, évidemment, par les atrocités du 7 octobre. C'est pas que ça manque de nuances, c'est que aujourd'hui, on est dans une situation où le Hamas pourrait faire advenir la paix demain, tout simplement en présentant sa reddition, en déposant les armes, et vous n'entendrez jamais ces étudiants appeler le Hamas à déposer les armes. C'est un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu unilatéral du côté d'Israël. C'est en fait appeler Israël à laisser le Hamas en place à Gaza. Et on sait qu'Israël est déterminé à mener cette guerre à bien parce que le Hamas est un ennemi génocidaire pour Israël qui a tué 1200 Israéliens avec un projet génocidaire affiché. Donc ces étudiants-là, s'ils voulaient vraiment le bien-être des Palestiniens, auraient aussi certains mots à l'égard du Hamas qui opprime les Palestiniens, qui les utilise en bouclier civil, qui détourne l'aide humanitaire, etc. Donc oui, ça manque de nuances et on peut se demander quel est le moteur de ces manifestations. Est-ce que c'est vraiment le bien-être, l'égard pour les Palestiniens, ou est-ce qu'en fait c'est une haine disproportionnée et démesurée à l'égard de l'État d'Israël ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ça fait son nid dans des établissements d'excellence. C'était vrai pour Sciences Po, c'est tout à fait vrai aussi au sein de la Sorbonne. Est-ce qu'on doit s'inquiéter justement que des établissements qui forment nos élites soient aujourd'hui en proie à des mouvements aussi radicaux ?
Oui, tout à fait. Nos institutions d'élite sont le théâtre d'une haine de l'Occident qui grandit chez nos futures élites. C'est effectivement assez inquiétant. Ça paraît assez paradoxal. C'est absolument paradoxal. On apprend à déconstruire plutôt qu'à admirer. On apprend le ressentiment plutôt que la gratitude. C'est selon moi assez inquiétant. Et à nouveau, pour revenir sur ce que je disais, ces étudiants qui déclarent vouloir la paix se déclarent aussi antisionistes. Sauf que l'antisionisme n'est pas compatible avec la paix, et par définition, une Donc solution... il y a un antisémitisme latent qui justifie derrière ces manifestations. Je ne sais pas si je parlerai d'antisémitisme, mais en tout cas, une forme Si on est antisioniste, par définition, on s'oppose à toute solution à deux États, parce que le sionisme, c'est simplement la croyance que l'État d'Israël est légitime à exister. Donc si on est Et donc on choisit son camp. Donc si on est antisioniste, on veut une solution à un État, c'est-à-dire la disparition de l'État d'Israël, et si on est antisioniste, on veut donc que le conflit dure tant qu'il reste des Juifs qui veulent avoir un État. À la Sorbonne, hier, le Premier ministre a demandé l'évacuation du bâtiment et des tentes concernées. Selon la préfecture de police, les évacuations elles se sont passées plutôt dans le calme. C'est un calme tout à fait relatif. Il y a eu quelques altercations, mais pas de violence. C'était vrai déjà à Sciences Po Paris. Donc ça ne dépasse pas le stade de la violence qu'on pourrait imaginer quand même dans le cadre d'interventions policières. Oui, en tout cas pour l'instant. Ça, sans doute, mais rien que le blocage est assez... n'est pas normal. Oui, et puis c'est court, annulé, c'est cette majorité d'étudiants aussi qui est malheureusement victime. Exactement, c'est une minorité d'étudiants qui prend en otage le reste, leurs collègues, leurs camarades. C'est anormal. On peut par ailleurs parler de la responsabilité de la France insoumise là-dedans, qui appelle au blocage, qui appelle au soulèvement. Voilà, Louis Boyard. Et d'ailleurs, ça date de bien avant le conflit israélo-palestinien. Louis Boyard, pendant des mois, avant même d'être élu député, appelait au blocage des différentes facs en France. C'est de la récupération politique. Oui, c'est bien sûr de la récupération politique, mais surtout c'est vraiment une forme de mépris à l'égard de ces étudiants. Les étudiants, les universités. Cette majorité d'étudiants, vous parlez de ceux qui sont pris en otage justement par ces manifestations. Les universités sont d'ailleurs financées par le contribuable, sont faits pour les étudiants doivent y étudier, et la France insoumise appelle au blocage permanent. Ce n'est pas très sain pour le pays. Financé par le contribuable, mais Valérie Pécresse a annoncé hier que la région Île-de-France suspendait ses financements à Sciences Po. C'est inédit ? C'est sans doute inédit. C'est normal. En fait, le problème, ce que dénonce Valérie Pécresse, ce n'est pas le blocage d'une minorité d'étudiants, parce que Sciences Po n'y peut rien. C'est surtout la réponse que Sciences Po a apportée rapidement. Sciences Po a déclaré vouloir négocier avec les étudiants. On a parlé d'une capitulation de l'établissement. Oui, et sachant que dans les revendications des étudiants, il y avait notamment l'idée que Sciences Po devait couper tous ses liens avec des universités israéliennes, devait couper... Parce qu'on sait qu'il y a de nombreux échanges qui sont organisés entre Sciences Po et les universités étrangères. Or, on sait que beaucoup d'étudiants israéliens juifs n'ont rien à voir forcément avec cette guerre, ne votent pas forcément pour Netanyahou. C'est punir les Israéliens. C'est très stigmatisant. C'est extrêmement stigmatisant, voire antisémite. Et devant ces revendications, l'administration de Sciences Po a quand même dit vouloir discuter et négocier avec les manifestants. Donc c'est pour ça que je pense Valérie Pécresse a annoncé vouloir suspendre ses subventions. Et puis l'organisation de ce fameux Town Hall le 2 mai également, qui pose de nombreuses questions où les étudiants ont finalement... cette minorité, en tout cas d'étudiants, a finalement gagné son pari face à la direction de Sciences Po. J'aimerais qu'on écoute le Premier ministre Gabriel Attal, c'était le 27 avril, il parlait de la fermeté nécessaire face justement à cette déstabilisation de l'ordre public. Qui va se maintenir dans les jours, les semaines, les mois qui viennent sur le respect des valeurs de la République et de la loi. Il n'y aura jamais de droit au blocage et jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante, dangereuse, qui cherche à imposer ses règles, une idéologie d'outre-Atlantique à nos étudiants et à nos enseignants. Tolérance zéro, qu'est-ce qui risque de se passer ? Donc, puisqu'on imagine que, vous nous l'avez expliqué, en plus ça couve au sein d'autres établissements, d'autres universités, c'est vrai en Ile-de-France, c'est vrai à Paris, c'est certainement vrai ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement éviter une contagion nationale ? Je ne sais pas, mais déjà, il faut se réjouir que Gabriel Attal soit ferme, en tout cas dans le discours. Même il faut que ce soit suivi d'actes. Il parle d'idéologie importée d'outre-Atlantique. On sait qu'il parle évidemment du wokisme, même s'il ne veut pas le nommer. Ce qu'il faut faire, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une réflexion plus globalement à mener sur la fonction de l'université aujourd'hui, sur l'idéologie intersectionnelle qui devient dominante à l'université, qui, comme je le disais, est une idéologie qui instruit sans cesse le procès à charge de nos sociétés. Ça va dans le projet peut-être de restauration de l'autorité, et notamment à l'école.
Oui, peut-être, mais bon, il y a un facteur quand même idéologique, c'est pas uniquement une question d'autorité, il y a quand même un facteur idéologique. On explique sans cesse à ces étudiants que les sociétés dans lesquelles ils habitent sont viciées, systématiquement racistes, patriarcales, hétéronormatives, etc. Donc il n'est pas étonnant qu'en retour, spontanément, lors d'une guerre entre un État démocratique qui incarne les valeurs occidentales et un groupuscule islamiste génocidaire, ces étudiants ressentent spontanément de la sympathie pour le groupe islamiste. C'est peut-être la conséquence justement de l'idéologie intersectionnelle qui devient hégémonique à l'université française. Et je pense c'est le sujet majeur aujourd'hui, c'est de s'attaquer à la source de tout ça, qui est l'idéologie intersectionnelle qui instruit le procès à charge de l'Occident sans cesse. Merci beaucoup Samuel Fitoussi de nous avoir aidé à décrypter cette contagion du mouvement et de ces manifestations pro-palestiniennes après Sciences Po. Donc la Sorbonne, on continuera bien sûr de suivre ce dossier. Merci encore.